Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés des sous-espaces propres. Nous avons vu ce qu'étaient des éléments propres de matrice ou d'endomorphisme, valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres. Les sous-espaces propres ont des propriétés qui ne sont pas très simples à comprendre, mais qui vont être essentielles pour que la diagonalisation, le principe de la diagonalisation fonctionne bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés des sous-espaces propres. Mais avant d'y arriver, faisons quelques rappels sur la somme directe. On avait vu cette définition pour la somme directe, une somme de sous-espace vectoriel étant somme directe, si pour tout x appartenant à cette somme, alors on peut trouver un unique x1 jusqu'à xp, appartenant chacun à chaque sous-espace vectoriel tel que x, soit la somme des xi. Alors ça c'est intéressant, mais c'est les deux propriétés qu'on va souvent utiliser. La première propriété donne notamment que la somme est directe si et seulement si pour toute x1, xp qui appartient à f1, fp, tel que la somme des xi est égale à 0, alors ça veut dire que tous les xi sont égaux à 0. Ça a comme conséquence que si vous prenez divers éléments de f1 jusqu'à fp, alors ces divers éléments forment forcément une famille libre. Et notamment, si vous prenez des bases de f1, fp, eh bien, en concaténant ces bases, vous obtenez une base de la somme des fi. On a cette propriété, la dimension de la somme des fi, c'est la somme des dimensions des fi dans ce cas-là. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, puisque la première des propriétés qui est très technique, mais très importante, c'est que si des valeurs propres sont 2 à 2 distinctes, là on prend p valeurs propres, là 2 à 2 distinctes, la somme des sous-espaces propres est forcément directe. On a de la même manière exactement la même propriété pour les matrices. Cette démonstration et celle du corollaire sont très techniques, mais elles restent très importantes pour la suite et pour comprendre toutes les propriétés. Alors ici, soit vous comprenez pourquoi, et notamment à l'aide de la ceinture noire, vous aurez la démonstration de ce théorème et de ce corollaire, soit vous apprenez par cœur que la famille de vecteurs propres de f associée à des valeurs propres distinctes est libre, forcément. Donc dès que vous avez des valeurs propres distinctes, vous avez une famille libre. J'aimerais revenir sur l'exemple précédent. L'exemple précédent où on avait ces trois vecteurs, x1, x2, x3, qui étaient trois vecteurs associés à trois sous-espaces propres différents. On avait E6A, E3A et E2A. Eh bien, première chose, la somme de ces trois espaces ne peut pas dépasser 3. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, comme les espaces sont dans R3, la dimension de E6A plus E3A plus E2A, c'est égal, vu que la somme est directe, d'après le théorème qu'on vient de voir, à la dimension de E6A plus la dimension de E3A plus la dimension de E2A. Et ça, comme la somme des valeurs propres est plus petite, est inclus forcément dans R3, tout ça, c'est inclus dans R3, donc c'est plus petit que 3. Cette dimension-là est plus petite forcément ou égale à 3. Mais on a vu que les dimensions là sont toutes supérieures ou égales à 1. Ça vient du fait que 6, 3 et 2 étaient des valeurs propres. Et le seul moyen d'obtenir un nombre plus petit que 3 en additionnant des nombres entiers qui sont plus petits que 1, eh ben c'est que les trois nombres soient égaux à 1. Donc en fait, E6A était forcément de dimension 1, E3A était forcément de dimension 1, et E2A était forcément de dimension 1. Il n'y avait même pas besoin de regarder le théorème du rang, la matrice, etc. Et donc à partir de ce moment-là, on pouvait directement dire que E6A c'était vec de x1, E3A vec de x2 et E2A vec de x3. Ça c'est quelque chose d'assez classique quand vous avez trois vecteurs propres ou valeurs propres dans un espace qui à la base est de dimension 3 ou dans une matrice 3, 3. Eh bien, vous avez forcément ici trois espaces propres de dimension 1. Voilà. Et notamment x1, x2, x3 forment une famille libre de R3. Et donc comme ils forment une famille libre de R3, enfin de M3 à 1 de R ici, plus exactement, et qu'il y en a 3,
eh bien c'est une base. Donc on a automatiquement ici une base. Vous voyez assez aisément les conséquences de ce théorème, notamment dans la rapidité de compréhension, d'application. Ici on peut aller très vite sans faire de calcul, mais il faut comprendre quand même ce qu'on utilise pour ne pas écrire de bêtises. Donc cet théorème va être assez important. Une autre conséquence de ce théorème, c'est qu'on ne peut jamais avoir plus de valeurs propres que la dimension de E quand on a un endomorphisme de E, ou une conséquence qui rejoint ce que je viens de dire, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de n, où n est la dimension de l'espace vectoriel, valeurs propres distinctes quand on a un endomorphisme, et si A est une matrice de Mn de R, on ne peut pas avoir, pareil, plus de n valeurs propres distinctes, tout simplement parce que si c'était le cas, vous feriez E, vous prendriez les espaces E lambda 1 de F plus E lambda 2 de F, etc. jusqu'à E lambda P de F. Donc vous avez plus de n espaces vectoriels de dimension tous supérieure ou égale à 1. La dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. Donc ça, vous savez que c'est plus grand que n plus 1. Mais vous savez aussi que ça, c'est inclus dans R, dans E. Mais vous savez aussi que ça, c'est inclus dans E. Donc, tout ça, c'est inférieur à la dimension de E, qui est n. Donc ici, on vient de montrer qu'on aurait n qui est plus grand que n plus 1, ce qui est absurde. Voilà pour la démonstration très rapide de cette propriété. Vous retrouverez la démonstration plus détaillée dans la ceinture verte, bien entendu. Mais l'idée est là. De la même manière, la somme de la dimension de tous les sous-espaces propres est forcément plus petit que n, pour la même raison. C'est un tout petit peu plus précis que la dernière propriété, et des fois on va en avoir besoin. Mais cela implique pas mal de choses. Par exemple, si vous avez deux valeurs propres, et vous savez qu'il n'y a que deux valeurs propres possibles, que vous en avez une où la dimension est 2, eh bien la deuxième valeur propre, au mieux, c'est forcément 1, dans un espace de dimension 3. Et comme on regarde souvent, même si parfois on a des espaces de dimension n dans des sujets plus compliqués, on a aussi souvent des exemples en dimension 3 ou 4. Et donc en dimension 3, il n'y a pas tellement de possibilités. Soit vous avez trois valeurs propres distinctes et tous les sous-espaces propres sont de dimension 1, soit vous avez deux valeurs propres distinctes, vous avez un espace propre de dimension 1 et l'autre qui est de dimension 1 ou 2, et soit vous avez une seule valeur propre, et là on verra ce que ça implique. Alors, l'objectif, c'était de pouvoir diagonaliser, c'est-à-dire pouvoir se mettre dans un espace, dans une base dans laquelle l'endomorphisme va avoir une matrice diagonale. Et bien, un cas où on va arriver facilement, c'est quand on a autant de valeurs propres que la taille, alors soit de la matrice carrée, soit de la dimension de l'espace vectoriel que l'on regarde. Par exemple, ici, on avait trois vecteurs propres associés à trois valeurs propres différentes. Du coup, x1, x2, x3, eh bien, j'ai trois vecteurs libres de M3, 1R. Et donc, comme ce sont des vecteurs libres de M3, 1R, eh bien, forcément, c'est une base, puisqu'il y en a trois. Donc, comme c'est une base, eh bien, je peux écrire ma matrice, enfin la transformer à l'aide de matrices de passage dans cette base-là. Mais on a vu que si on utilisait les matrices de passage, eh bien, on va avoir bien AX1 qui est égal à 6 fois X1, AX2 qui est égal à 2 fois X3, et donc ça va donner A égale P fois le vecteur 6, 3 et 2, P-1. Où P, c'est la matrice de passage qui permet de passer de la base canonique à la base formée des vecteurs propres x1, x2, x3, et P-1, c'est l'inverse de cette matrice-là. Et donc c'est cela qu'on veut faire quand on veut diagonaliser, c'est-à-dire qu'on veut trouver des vecteurs propres, et ensuite on veut trouver une base de ces vecteurs propres. Or, il y a un cas où vous avez forcément une base. Si vous avez n vecteurs propres, tous les sous-espaces propres sont de dimension 1, et tous les vecteurs propres associés sont donc libres, et donc il y a forcément une base formée des vecteurs propres de f, c'est-à-dire qu'on a une matrice P de passage telle que P-1 à P soit une matrice diagonale, ce qui est le principe même de ce qu'on essaye de faire.
C'est par contre une condition suffisante puisqu'on peut faire mieux, on n'est pas obligé d'avoir n valeurs propres distinctes pour que ceci soit valide. Il y a d'autres possibilités, mais c'est un cas particulier qui va être assez souvent utile. Si vous trouvez n valeurs propres distinctes, vous pouvez dire tout de suite la matrice ou l'endomorphisme est diagonalisable. Voilà, j'espère que cette partie plus théorique est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe et à regarder les vidéos ensuite de démonstration qui vont vous permettre de mieux appréhender pourquoi tout fonctionne correctement et pourquoi on a créé tous ces outils et ces objets dans le but de diagonaliser les matrices et les endomorphismes.